Vous avez indiqué un exemple où vous aviez interpellé un individu à un barrage. Mais avant de parler d'autres exemples, tout d'abord, qui vous a instruit à diriger ces barrages-là? C'est checkpoint, le terme que vous utilisez, c'est checkpoint, n'est-ce pas? Moi, j'ai reçu ces instructions-là de Boiseau. J'ai transmis au commandant. Donc, que ce soit suivi. Et est-ce que Boiseau vous a informé d'où venait cette instruction? Ces instructions-là, Monsieur le Président. Yeah, please. Use the floor. Vous avez la parole. La question ouverte posée par le procureur était très claire. Vous tenez ces instructions de qui? Le témoin a dit de Boiseau. Yes, and the following questions and Oui. La question suivante, c'est est-ce que Boiseau vous a informé d'où venaient ces instructions? Quel est le problème? C'est une question ouverte qui a été posée, de telle sorte que si le témoin avait voulu dire autre chose, il aurait dit lui-même. Est-ce qu'on veut entendre le témoin dire certaines choses? Le président. Je voudrais que le témoin réponde aux questions. Et la question était, est-ce que Boiseau vous a dit d'où venait l'information? Je ne vois pas quel est le problème dans cette question. Donc, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Pouvez-vous répondre à la question, monsieur le témoin? la question que vous m'aviez posée, c'était qui m'a donné cet ordre. Donc, non. Donc j'ai dit que c'était Boiseau. Et maintenant, vous m'avez posé la question de savoir est-ce que je savais d'où est-ce qu'il m'a dit, d'où est-ce que venaient ces instructions. La réponse c'est oui. C'est que l'instruction venait du commandant Kipré, qui était le chef de la sécurité du palais présidentiel. and how do you know that? Le président. Et comment savez-vous cela? Who told you this? Qui vous l'a dit? C'est M. Boiseau. Here's the floor. Le commandant Kipré faisait partie de quelle organisation, monsieur le témoin? Le commandant Kipré était un commandant de la garde républicaine. Et il était chargé de la sécurité du palais présidentiel. Savez-vous quel grade il avait? Un commandant, un officier supérieur, un commandant. Et vous êtes chef de la sécurité du palais présidentiel. Oui. Et le palais présidentiel, dans quelle commune? Commune du Plateau. Du Plateau. Est-ce que vous avez son nom complet? Alors, des fois, au moins, personnellement, je l'ai eu au téléphone. Il disait c'est Adam, il s'annonçait en disant que Adams, il me disait mon petit c'est Adams. Donc il n'a jamais, au téléphone, il ne donnait jamais son patronyme et son grade. Je pense que c'est son prénom. Je m'assure que c'est bien transcrit. Bon, on reviendra si c'est pas, j'ai pas les transcrits.
Si nous revenons à ces checkpoints, pouvez-vous nous dire, vous avez déjà donné quelques éléments, mais quel genre de questions est-ce que vous posiez lorsque vous interpelliez quelqu'un à ces checkpoints? D'abord, la civilité, bien sûr, un bonjour, un bonsoir selon le moment. Et ensuite, on leur demandait de couper le contact du véhicule. Et ouvrir. May I interrupt here? Le président, puis-je vous interrompre? Je ne poserai pas la question de la manière dont vous l'avez posée, en tout cas telle que je l'ai entendue dans l'interprétation. Quel genre de questions avez-vous posé? Je dirais, si vous étiez présent, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que vous avez demandé? Je ne resterai pas dans l'hypothèse. Donc, si vous étiez au point de contrôle, demandez-lui vraiment ce qu'il a fait effectivement. Lorsque vous avez des situations où vous avez interpellé un individu, quelles questions avez-vous posées? Lorsque moi, personnellement, j'ai interpellé un individu, d'abord, s'il était véhiculé, je lui demandais de couper le contact et ouvrir le coffre du véhicule et il descend afin d'être lui-même assisté à la fouille. Et on procédait à la fouille du véhicule, on regardait sous les sièges aussi, et il ouvrait lui-même le coffre à gants, vérifier qu'il n'y avait rien de compromettant aussi à l'intérieur. Et s'il était cas qu'on n'avait rien trouvé de suspect, lui demandait de présenter ses papiers d'identité. Lorsqu'il les présentait, on le remerciait et il pouvait poursuivre son chemin. Et s'il arrivait au cas où il n'avait pas les papiers d'identité, on essayait quand même de lui poser des questions dans le but de savoir quand même s'il était un ressortissant national ou non, et quelle était la raison pour laquelle il n'avait pas ses papiers d'identité, si c'était un oubli, peut-être qu'il les avait perdus ou pas établis encore. Poser ces questions-là. On ne procédait pas à l'interpellation de quelqu'un parce qu'il n'avait pas de papier d'identité. Mais peut-être si, n'ayant pas de papier d'identité, encore il ne savait même pas aussi où il se trouvait, là ça devenait un peu suspect. Confier l'autorité afin qu'ils puissent procéder à de plus amples vérifications. Pourquoi est-ce que vous cherchiez à savoir s'il s'agissait d'un ressortissant national ou non? Parce que, comme je l'ai dit, les raisons que Boiseau m'a données lorsqu'il m'a donné ses instructions, c'est qu'il y aurait à cette période-là déjà des soldats de l'armée burkinabé qui étaient en mission d'infiltration et de repérage au d'Abidjan. Et il y avait aussi des soldats des forces nouvelles aussi qui étaient gens. La plupart, c'était des gens qui n'y avaient jamais mis les pieds. Donc, on le vérifiait. Vous nous avez mentionné que vous procédiez à les remettre aux autorités.
tout à l'heure, vous avez mentionné le SECOS et le commandant Gorebi. C'est un lieutenant. Lieutenant, pardon. Et à quelle unité du SECOS est-ce qu'il appartenait? Il appartenait à la brigade de maintien de l'ordre. Une unité du SECOS. La brigade de maintien de l'ordre avait été dans le même locaux que le SECOS. Est-ce que c'était la seule unité à laquelle vous faisiez appel ou bien est-ce que vous faisiez appel à d'autres unités? Au niveau de Yopougon, par exemple, ils pouvaient faire, par contre, ils pouvaient faire appel à la BAE. Et comme je l'ai dit, élément travailler avec cette unité-là. Vous dites que au niveau de Yopougon, il pouvait faire appel. Alors, pouvez-vous clarifier c'est qui il et ensuite... Quand je parle de il, je parle des éléments du GPP qui installaient les barrages. Parce que eux, à leur niveau, ils interpellaient les gens, les autorités auxquelles ils les remettaient. Si ils appelaient, on leur demandait soit que si une patrouille du SECOS allait venir les chercher ou cas contraire, ils les remettaient à la BAE. Votre première réponse, vous avez dit il pouvait faire appel à la BAE. Savez-vous ou êtes-vous au courant de cas concrets où ils l'ont fait? Puisque je n'étais pas basé à Yopougon, mais là on parle du mois d'octobre, n'est-ce pas? Parce que quand même après le deuxième tour, c'était pas les barrages, en tant que j'étais pas au barrage, mais il y a eu des affrontements entre les éléments du camp et les jeunes du RAGP qui sont venus du quartier de Ouassakara. Et il y a eu des interpellations parmi ces jeunes-là. Donc, ils ont été remis à la BAE. Et c'était quand ça exactement? C'était dans le mois de décembre. C'était après les élections. À Abidjan même, après les élections, après le deuxième tour, est-ce que le GPP était les seuls à ériger ces checkpoints ou ces barrages? Non. Après les élections, le GPP n'était pas le seul. Il y avait les étudiants de la FECI aussi qui érigeaient aussi des barrages. Et les populations aussi qui se réclamaient de la majorité présidentielle aussi, les jeunes patriotes, eux aussi érigeaient des barrages aussi dans les différents quartiers de résidence. Pourquoi avait-il érigé ces barrages? Parce que en ce moment, dans cette période-là, je crois que c'est parti à partir de janvier ou février 2011, mais en cette période-là, il y a quoi que, à ma connaissance, il y a eu, je n'ai pas la date exacte, mais il y a eu un rassemblement de la jeunesse, des jeunes patriotes, un rassemblement qui a été convoqué par Charles Goudé. Et après ce rassemblement-là, il y a eu un message qui a demandé à ce que
les jeunes, alors que les soldats français et l'ONUCI qui avaient une mission officieuse d'armer les jeunes du RHDP, d'aider les rebelles à venir prendre le pouvoir. Et donc, il faudrait que les jeunes ne laissent pas la France et les forces internationales prendre le pouvoir. Ces jeunes-là se sont commencé aussi à ériger des barrages. Est-ce que vous, personnellement, vous en avez vu des barrages érigés par la FECI ou les jeunes patriotes? Oui, parce que nous avons, lors de nos déplacements en capitale, précisément au de Cocody, et même à Djamé. À Djamé, les étudiants étaient à la cité universitaire même d'Adjamé. Il y avait des barrages aussi, devant aussi la cité, et d'autres aussi qui se mêlaient aussi souvent aussi à nous. Même dans différentes cités, même des Villeneuve aussi, qui est proche de la base de la CRS. Même dans la commune de sud de Yopougon aussi, il y avait des barrages. Et le commandement aussi, pour le Port-Roué, ça aussi, nous transmettait l'information aussi qu'il y avait des barrages et de leurs éléments issus des jeunes de la FECI des étudiants et aussi des jeunes patriotes. Et les barrages dans les différents cas. Commençons par les barrages du GPP. Outre les fouilles et les interpellations que vous nous avez mentionnées, est-ce qu'il y a eu des situations où vous avez vu, où on vous a rapporté des incidents à ces barrages? L'avocat du témoin. Le témoin est prêt à répondre à la question, mais à huis clos partiel, s'il vous plaît. Le président greffier d'audience, s'il vous plaît, pouvons-nous passer à huis clos partiel?
We are back in open session. La greffière d'audience. Nous sommes en audience publique de nouveau, Monsieur le Président. Le Président, merci. Monsieur Demirjian. Dans d'autres communes, il y avait des événements où des individus qui refusaient de s'arrêter au barrage auraient été tabassés. Premièrement, comment est-ce que vous avez appris cela? Il faut dire que nous avions en ce moment une flotte téléphonique par laquelle on évitait de communiquer sur les fréquences radio, puisque, comme je l'ai dit, pendant les élections, il y avait les forces nouvelles qui avaient participé à la sécurisation des élections gouvernementales. Aussi l'inverse, aussi les forces gouvernementales aussi avaient participé aussi à la sécurisation aussi des élections dans la zone non gouvernementale. Les fréquences des radios n'étaient pas en tout cas sécurisées. Donc, sur laquelle on communiquait et échangeait des informations, et la base aussi recevait des informations sur l'évolution de la situation sécuritaire dans différentes positions. Avez-vous des exemples de situations comme ça où vous avez reçu de l'information par la flotte téléphonique, et dans quelle commune est-ce que cela se passait? Il y a eu des incidents quand même dans la commune quand même où c'était fréquent quand même, C'est la commune de Yopougon, Yopougon. Ces communes-là en tout cas, les gens d'incidents étaient Il y a un moment donné, vous nous avez mentionné que durant un incident, vous aviez un AK-47. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc suite au deuxième tour des élections, quel genre d'armement avaient les éléments du GPP? Nous avions AK-47. PG. PG sont les roquettes. Lance-roquettes. Des pièces montées, c'est-à-dire les fusils mitrailleurs. Si d'autres AK-47, il y avait certains qui étaient munis de lance-grenades. Pistolet automatique. Certains avaient aussi des fusils à pompe. Juste pour qu'on comprenne, au sein du GPP, est-ce que ce sont tous les éléments qui étaient armés ou n'était-ce pas le cas? Non, pas. Tous les éléments n'étaient pas. Tous les éléments. Dans le début, d'abord, avec quand même connaissance du comportement de nos éléments, avec quand même aussi des éléments de l'intérieur que nous, moi particulièrement, je ne maîtrisais pas. Je venu de l'intérieur, donc je n'étais pas habitué. Je ne savais pas quelles pouvaient être les réactions. Nous donnions la dotation selon la disponibilité qu'on avait dans notre arsenal et selon aussi la responsabilité aussi
de l'élément à qui on devait doter. Et donc, juste pour avoir un ordre d'idée, est-ce que vous êtes capable de nous dire le volume d'armes qu'avait le GPP ou bien le nombre d'éléments qui étaient en effet effectivement armés? Au niveau de la base à Djamé, aussi, ça dépend aussi de la période aussi. Ça dépend aussi de la période. Je parle après après le deuxième tour des Et élections. après les élections, bien sûr. Après les élections, déjà, je peux donner la période de février, par exemple. Enfin, un détachement d'abord. L'unité qu'on avait, on avait montée, 50 éléments déjà, étaient dotés. Déjà, ces 50 éléments étaient dotés. Pour la garde de Boiseau, il y avait au moins 10 éléments armés. Pour la garde de Boiseau, moi aussi, trois éléments qui étaient mon nombre. Et c'est avec eux aussi que je me déplaçais, que je sois en véhicule ou à pied. Pouvez-vous juste clarifier que ces 50 éléments, c'était quelle unité? C'était la Légion ivoirienne de sécurité. OK. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez reçu de l'armement suite au deuxième tour des élections? Oui. D'abord, les éléments qui sont allés à la CRS ont été dotés directement dans l'arsenal CRS. Et les éléments qu'on avait détachés dans les commissariats pour assister la police, et ils avaient aussi été dotés sur les lieux là où ils étaient en fonction. Et au niveau de la base à Djamé, les éléments qui étaient dotés par le district de police, oui, les éléments de la cité universitaire de Djamé et certains éléments aussi de la base IGPP de Djamé. Et cela, il y a des éléments d'Adjaké, par exemple, qui eux, sont rentrés à Abidjan avec de l'armement. C'était aussi et une dotation qu'ils avaient reçue de base navale d'Adjaké. Et ils ont regagné Abidjan, regagné la base. Avec, ils sont rentrés à Abidjan avec des éléments basés de la dotation qui avait été remis là-bas. Parmi ceux-là, participer à certaines missions de l'instruction du commandant Coupré, que j'avais déjà cité, et du commissaire chef de service adjoint du commissariat du 1er arrondissement, plateau. Pour cette mission-là aussi, cette mission, nous avons deux équipages de pick-up, 6 éléments chacun. L'équipage avait compté 6 éléments qui ont été dotés. Parmi ceux-là, avait reçu Pat Kalachnikov, commissaire, pas son nom actuellement, mais c'était le commissaire du commissariat de Bracody, Jérémy Pat Kalachnikov. Personnellement,
de récupérer 3 Kalachnikov avec des Damana missiles, mais j'ai récupéré 2 à son domicile. Et la troisième, je suis allé la chercher à Yopougon avec son garde du corps. Parmi cela, bon, on a reçu aussi une caisse, bon, il y a un moment, une caisse de grenades défensives au palais, c'est le plateau. C'est une instruction. Ça. Et comme je l'ai dit, les éléments qui avaient été détachés dans les lieux d'être détachés, c'est vers la dotation. Par la suite, maintenant aussi, Magui Le Toka, par exemple, et aussi de dotation aussi. Alors, vous nous avez donné plusieurs éléments. Je vais aller un par un pour que vous puissiez nous préciser la période de temps. Alors, commençons d'abord par les éléments de la CRS. Les éléments que vous avez envoyés à la CRS, combien avez-vous envoyé d'éléments à la CRS et à quelle période? On a envoyé à la CRS février 2011. 50 éléments. Parti à bord de 2 compteurs, 50 éléments. Et comment savez-vous qu'ils étaient dotés d'armes? Comment avez-vous appris ça? Selon ma disponibilité, chaque matin, je me rendais à la de la CRS1 et la revue des troupes pour m'assurer que les éléments aussi étaient sains et saufs. Assurer aussi auprès du adjoint de la CRS1 qui était le commissaire Kabila. Assurer aussi que la discipline aussi des éléments n'avait pas de plainte à faire, aller en compte. Je vais m'assurer. On a aussi le rapport aussi de garde, parce que bien vrai qu'ils étaient sous le commandement du commissaire Kabila, j'aimerais quand même s'assurer de bien aussi le rapport de garde ou le rapport de mission aussi, et pour pouvoir faire le. Le commissaire Kabila, avez-vous son nom complet? Nyawa G-N. Et vous avez aussi mentionné avoir reçu 2 Kalachnikov au domicile de Damana Pikas. Et ça, c'était quand exactement? C'était après la proclamation des résultats des élections. Après la proclamation des résultats des élections. Au mois de décembre à janvier. C'est juste après les élections, on avait reçu d'avoir l'effectif de sa garde a été augmenté. Il avait reçu des armes en plus. Demandé à Boiseau
pour quelqu'un chercher. Cette optique-là que moi, je suis rendu là-bas. Récupérer ces armes. Lorsque vous êtes allé récupérer ces armes avec Boiseau, qui se trouvait à son domicile? D'abord, les éléments de sa case rapprochée, il y avait case rapprochée qui était composée de. C'était un cadre mixte. Avec son cadre rapproché personnel. Lui-même il était présent. Vous nous avez dit que... Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y avait des gendarmes et des policiers à son domicile pour sa garde? D'abord, c'était un cadre au ministère de l'Intérieur. Direction chargée de la décentralisation. Mais que ce soit l'un des leaders de la galaxie patriotique, donc il pouvait dans cette période-là être facilement pris possible. Ce qui est arrivé même par la suite, parce que son domicile a été pilonné sans roquette à la grenade. En plus de ça, c'est qu'il était commissaire général de la commission électorale indépendante. Lors de la proclamation des résultats CEI, il a déchiré les résultats. Donc, mesure de sécurité qu'il a, même avant les élections, une cadre rapprochée. D'accord. Alors, vous nous avez dit qu'il était présent lorsque vous êtes allé à son domicile. Pouvez-vous brièvement nous expliquer comment vous avez obtenu ces Kalachnikovs? À son domicile, il y a une chambre qui est réservée spécialement aux gens qui fait la garde chez lui. Ça leur servait de lieu de repos, de magasin aussi pour l'arsenal qui était destiné à la mission. Comment saviez-vous que c'était son domicile à lui? Ce n'était pas la première fois qu'on se rendait. Moi, personnellement, je me rendais à son domicile. Pas la première fois. C'était son domicile officiel. Bon, c'était pas la première fois que je me rendais là-bas. Je savais que c'était son domicile. Vous nous avez dit que dans cette salle de magasin, il y avait de l'arsenal destiné à la mission. De quelle mission parlez-vous? Les armes, d'abord, c'est cette pièce-là, comme il a dit, qui servait comme salle de repos aux éléments qui venaient monter la garde chez lui. On a dit il avait un Chinois qui était son garde du corps personnel. Les éléments des autres forces de sécurité. Une garde qui était permanente, c'est-à-dire que les éléments étaient une permutation, levée à certains moments de. Mais lorsqu'il venait monter la garde, il ne venait pas avec les armes, c'est vrai qu'il avait déjà les dotations qui étaient entreposées dans cette
par la suite, lorsque Picasso avait reçu c'est sa sécurité. Et c'est bien entendu dans cette salle-là que ces armes ont été. Et finalement, lorsque vous étiez à son domicile, est-ce que vous ou bien Boiseau avez eu un échange verbal avec Damana Picasse? Oui, oui. Je n'ai pas eu l'échange avec lui en tant que tel, moi. Il nous a reçus. Et j'étais d'abord assis au dehors, d'abord échangé avec sa garde. Et par la suite, Boiseau m'a fait appel. Et je les ai rejoints au salon. On a dit, moi, ce n'était pas ma première fois de rencontrer une saluer, et puis bon, on m'a demandé de voir avec Chinois, le colis qui était, il parlait de colis, il parlait des armes. Parce que il m'a dit, bon, on va ça avec grand frère, bon, puisque Chinois est plus âgé que moi, donc il dit, bon, on va ça avec ton grand frère, de toute façon, vous connaissez, j'ai ça avec ton gars là-bas. Je suis allé rejoindre Chinois. Juste un petit. Je m'excuse, monsieur le témoin, mais juste pourriez-vous articuler un petit peu mieux pour nous dire, suite à ce que vous avez dit, avec Chinois, vous êtes allé récupérer le colis. Continuez après ça, mais prenez votre temps pour l'articuler. J'ai dit que quand il parlait de colis, il parlait des armes qu'il devait récupérer. Et ça a dit, bon, va ça avec ton grand frère là-bas. De toute façon, c'est ton gars, vous connaissez. Donc, fais ça avec lui. Donc, je suis sorti, je les ai laissés. Ah. Et bon, je pense qu'ils avaient d'autres choses, d'autres sujets à traiter. Moi, je les ai laissés à ce moment-là. Et je suis allé avec Chinois pour récupérer les armes. Vous avez mentionné aussi que au palais, vous aviez reçu une caisse de grenades du colonel Maudit. Alors, pourriez-vous nous dire premièrement, c'était quand? Au mois de février. Qui a été au palais pour récupérer cette caisse de grenades? C'était moi-même. Et le colonel Maudit, pouvez-vous nous dire de quelle unité faisait-il partie et quel était son rang, son rôle? Le colonel Maudit c'est un officier supérieur, un colonel, cadre républicain. Il fallait, puisque au comité du palais, lui qui était officier de permanence, donc il gérait le comité du palais présidentiel. Tout à l'heure, vous nous avez mentionné qu'il y avait des appels par rapport aux soldats français ainsi qu'au convoi de l'ONUCI. Est-ce que vous, au sein du GPP, vous aviez reçu des instructions par rapport au convoi de l'ONUCI?
Puis on avait reçu des instructions. Il a dit que les convois de l'ONUCI étaient chargés de doter jeunes proches du RHDP, RHDP et en âme. Il fallait qu'on empêche les convois de l'ONUCI de circuler. D'où avez-vous reçu ces instructions? Comme je l'ai expliqué, c'était une mission pour m'informer et que c'était des instructions qui venaient, puisqu'à ce moment-là, on coordonnait, nos actions étaient coordonnées avec le commandant Kipri avec qui on travaillait et différents officiers que j'avais cités auparavant. Mais Bateau a demandé à ce qu'on suive ces instructions-là pour les bases à bien et les chars de l'ONUCI. Ils étaient soupçonnés de transporter des armes destinées aux partisans. De manière pratique, est-ce que vous avez bloqué des chars de l'ONUCI? Oui, oui. À combien de reprises? Ah. Comme je le dis, moi personnellement, j'ai participé à une seule de ces opérations. Comme je l'ai dit, cette opération s'est passée dans plusieurs endroits de la capitale. Moi personnellement, j'ai participé à une seule opération qui était bloquer les chars de l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en session publique ou... Pas de souci. Oui. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire quand ça s'est passé et dans quelle localité? La date, je n'ai pas la date en question, mais c'était après les élections. Décembre 2017, janvier 2011, en tout cas, c'est que je suis. Pas la date proprement dit. Ça s'est passé à Djamé sur le boulevard des Martyrs. Et les chars étaient en provenance du carrefour de l'Indénié. Le carrefour de l'Indénié, c'est là où carrefour de là où on peut partir vers le camp d'Agban ou soit remonter par la caserne des sapeurs-pompiers militaires. C'est de ce carrefour-là qui est accepté au niveau de l'autoroute qui fait face à la place des Martyrs. Alors, expliquez-nous brièvement comment est-ce que vous avez bloqué ces chars de l'ONUCI. Bon, il faut dire que notre mission n'était pas de
provoquer soit un combat, un échange de tirs, soit un échange. C'était juste débloquer la charte de l'ONU ici et les faire rebrousser chemin et aussi fouiller, s'assurer qu'il n'y avait pas des armes qui transportaient. Et s'il avait lu que vraiment il y avait des armes qui transportaient, ces armes-là, on devait les récupérer. Et nous, personnellement, comme ça se faisait, afin de les obliger à s'arrêter, nous ne devions évidemment pas avoir d'armes apparentes, donc pas avoir d'armes en main et en tenue civile, mais assister à le secours. C'est-à-dire que dès qu'on interceptait à bonne distance un dispositif de voiture qui se mettait en place, les véhicules du secours. Est-ce que vous avez procédé à la fouille? Oui, nous avons procédé à la fouille. J'ai fait ouvrir l'issue d'accès à l'intérieur du chat et j'ai pénétré à l'intérieur du chat pour fouiller et j'ai bloqué le téléphone des éléments qui étaient à l'intérieur parce qu'ils ont voulu appeler, éteindre la radio et j'ai emporté le téléphone. Qu'avez-vous découvert lors de cette fouille? Lorsque nous avons fouillé, nous n'avons rien découvert. Il y avait juste des tenues. Et je pense que il a été mis autre chose dans les journaux. Parce qu'après, quand on a vu les journaux, il a été mis autre chose. C'était quand même une manœuvre politique. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Parce que nous, on a fouillé. Il n'y avait pas d'armes. Parce que s'il y avait des armes, je pense que même s'il y avait des armes, ils n'allaient même pas, en tout cas, en tant que des militaires, ils n'allaient pas nous laisser emporter les armes sans opposer de résistance, en tout cas. Il y allait avoir des échanges de tirs. On ne peut pas emporter les armes. Au préalable, lorsque vous nous avez expliqué l'endroit, vous avez parlé d'un carrefour, de là où on peut sortir du camp de Agban, mais le nom du carrefour n'a pas été enregistré. Pouvez-vous le répéter ou peut-être l'épeler? J'ai dit qu'ils étaient en provenance du carrefour de l'Indénier. Carrefour de l'Indénier. C'était le carrefour, une voie d'accès entre menait de Passevoie par le boulevard Lagunet. Le boulevard Lagunet, on pouvait aussi accéder, passer par là pour passant devant la caserne des sapeurs-pompiers militaires, c'est basé à Djamé. Il y avait une autre voie aussi qui allait aussi, qui entrait aussi dans la commune de Cocody, par la Corniche. Et une autre voie qui menait au camp d'Agban, en passant par le boulevard, appelé boulevard des Martyrs. Vous souvenez-vous si cet incident a lieu durant le jour ou la nuit? C'était le jour, hein, mais bon. C'était le matin, mais c'était pendant la journée. C'était le matin ou l'après-midi, mais c'était pendant la journée en tout cas. Juste un petit instant, je vous prie. Monsieur le témoin, vous nous avez mentionné que lors de la fouille, vous avez vu des tenues. Pouvez-vous nous dire quel genre de tenue il s'agissait? C'était la tenue de l'ONU ici. Et les t-shirts, mais le t-shirt était de couleur orange, mais c'est pas. C'était polo. Mais bon,
C'était le policier, c'était la discipline, mais il y avait les tenues. Vous avez aussi mentionné que, après avoir fouillé, vous avez vu qu'il y avait autre chose dans les journaux, que c'était des manœuvres politiques. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans les journaux? Dans les journaux, il a été dit que nous avions bloqué les chars de l'ONU et que nous avons trouvé des boussettes, des armes, tout ça, ce qui était comme une preuve que l'ONU s'y transportait des armes, destination des rebelles. Est-ce que vous souvenez-vous dans quelle agence de presse? Je ne me souviens pas, mais c'est que si moi j'étais ce jour-là, j'ai été interviewé par un journal, Le Temps, le quotidien Le Temps. Savez-vous si cet incident avait été enregistré par vidéo? Oui, parce que bon, souvent quand il y a des opérations, des éléments, bon, je ne sais pas dans quelle optique, il y a d'autres qui, dans l'euphorie, qui peuvent filmer. Bon, c'était filmé. Moi, personnellement, D'accord. Could we please display, well, Le procureur, nous voudrions reprendre la main, nous voudrions faire diffuser une vidéo qui figure à l'onglet 67. Référence CIVOTP 0070 1065. La transcription figure à l'onglet 68 et la référence ERN est CIVOTP 0088 0801. Greffier d'audience, est-ce que vous pourriez confirmer le niveau de confidentialité de la vidéo? Monsieur Demirjian, c'est une vidéo publique. And it will be displayed on the evidence. Greffier d'audience et cela sera affiché sur le canal Évidence 2. ok, nous pourrons le visionner. Monsieur le témoin, on vous a monté juste un court extrait pour commencer. Est-ce que, et juste pour les notes sténographiques, on a commencé du début jusqu'à 29 secondes. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez les lieux? Oui, je reconnais les lieux. Et c'était où? C'est sur le boulevard des Martyrs. Avez-vous reconnu quelqu'un sur ces 29 premières secondes qu'on vient de voir? Oui. Alors, qui avez-vous reconnu?
moi-même sur dans la vidéo et d'autres éléments. Ok, on va remontrer la vidéo depuis le début et lorsque vous voyez, pouvez-vous demander d'arrêter. Comme ça, on fera une pause sur le clip. Alors, est-ce qu'on peut recommencer depuis le début, s'il vous plaît? Ok, on est à 4 secondes et 21 centièmes. Que pouvez-vous nous dire sur cette image? Là, c'est moi qui suis la deuxième personne en venant de la gauche. Moi qui suis en train de parler avec... De quelle couleur est le boubou? bleu-blanc. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un d'autre jusqu'à maintenant? Oui. Plusieurs des éléments qui étaient avec. Okay. On va continuer de jouer la vidéo. Si vous reconnaissez un élément que vous vous rappelez par nom, peut-être que vous pourrez nous faire signe d'arrêter. On va arrêter. On va revenir à 6 secondes. Retournons à 6 peut-être. Là, c'est bon. Là, celui avec le t-shirt marron. Et short, mini short kaki. Et c'est commandant Bogota. Son nom à l'état civil, c'est Esso Wilfrid Léger. And his name is? Le président et son nom? E-2-S-O-H. Wilfrid Léger. L-E-G-E-R. Léger. Là, on est à 6 secondes et 16 centièmes. Est-ce qu'on peut continuer? On va arriver à 30 secondes aussi. 30 secondes. Celui qui a un t-shirt orange. Ça va, on était bien. Qui a un t-shirt orange. Voilà. Lui, il est décédé lors de l'attaque lors d'une attaque en 2014. C'était un de vos éléments? Vraiment allé. Drama et le nom de l'allée. Très bien. Je pense qu'on peut arrêter là avec cette vidéo. Vous avez dit que vous aviez été... vous avez parlé à des journalistes à propos de cet événement. Oui. Est-ce que les journalistes ont recueilli vos propos? Oui, j'ai été interviewé par Quotidien Le Temps. Comment vous vous êtes présenté? Donc, lorsque
On m'a demandé mon nom, il y a un élément qui est à côté de moi qui a dit mon patronyme, qui a dit Maître, commandant Maître. Il a dit non. Que mon nom soit dans les journaux. Et mesure de sécurité. Je ne veux pas que mon nom soit dans les journaux. Ils mettent Mike, au lieu de mettre qui mettent Mike. Langage de transmission. Donc il met Mike, donc il a mis commandant Mike. Très bien. Et quel genre de questions ils vous ont posé? D'abord, il a demandé pourquoi est-ce que nous avons mené cette opération. De quel bord politique est-ce que nous réclamons si nous étions partisans de l'opposition, soit si nous étions des partisans de la majorité présidentielle. Des questions à poser, quel a été le résultat de la fouille ici. La vidéo qu'on vient de voir, est-ce que cette vidéo représente l'incident que vous nous aviez décrit au préalable? Oui. Your Honor, could we display on the screen? Le procureur, est-ce qu'on pourrait afficher sur l'écran le document suivant, CIVOTP 0070 10 66. The document is displayed. Greffier d'audience, le document est affiché sur le canal Évidence 1. Le procureur, merci beaucoup. Vous voulez qu'on agrandisse un petit peu? Okay. Alors, en haut à droite, vous voyez qu'il est marqué le temps. Oui. Okay. Et le titre de l'article, mouvement suspect, 3 chars de l'ONUCI bloqués par le GPP à Djamé. Vous voyez bien ça à l'écran? Oui, je vois. Ok. Au milieu de la page, il y a une question auquel il y a une réponse. Et la réponse, et c'est indiqué, c'est a soutenu le commandant Mike du GPP. Est-ce que vous voulez qu'on agrandisse un petit peu? Non, je vois, mais sans de chercher. Prenez votre temps. Oui, oui, j'ai vu. Donc de qui s'agit-il là? De qui s'agit? La réponse, celui qui a donné la réponse. C'est moi. Si on peut descendre juste un petit peu, la phrase qui suit dit la suivante. En quelques minutes, les 3 chars de l'ONUCI ont été encerclés par les éléments du GPP. Sur leur insistance, ils ont procédé à la fouille des chars. Ainsi, des armes 12-7, des munitions et de nombreux treillis ont été découverts dans les 10 chars. Alors, que pouvez-vous nous dire à propos de cette phrase? Cette dernière phrase à propos des armes et des munitions. Moi, personnellement, quand j'ai appris ça, le jour là, maman, j'ai ri. Parce que
Ça n'avait pas été le cas. On n'a pas récupéré d'armes dans le char. Pardon, allez-y. J'en ai parlé à Boiseau, il m'a dit de laisser ça comme ça. Il laisse ça comme ça. Donc vous, lorsque vous avez répondu aux questions du journaliste, qu'est-ce que vous leur avez dit? Quel était le résultat de votre fouille? La réponse que je lui ai donnée, je pense que c'est la réponse qu'il a mis en guillemets. Je pense que ce qu'il a mis à côté, je pense que c'était ses propres commentaires. Très bien. Alors, dans les 5 minutes qui nous restent avant la pause, pouvez-vous nous dire si vous avez reçu de l'information à propos d'autres incidents où les chars de l'ONUCI avaient été bloqués ou fouillés? Il y a eu ces incidents-là. Il y a eu ces mêmes incidents à Cocody. Et ces mêmes incidents à Cocody. Et Cocody, il y a eu, je pense qu'il y a eu deux incidents de ce genre à Cocody. Qui ont été au niveau d'un village hébrier qu'on appelle Anono Village. Et dans les environs aussi du Panakoido qui habite le premier bataillon d'infanterie. Dans les environs aussi. Et à Bobo aussi, il y a eu ces incidents sur le niveau d'Abobo. Je m'excuse juste avant de revenir sur ces incidents que vous venez de mentionner. Est-ce que le document est toujours devant vous à l'écran? Non, non. Non. Can we display again the last document? Le procureur, est-ce qu'on peut faire diffuser le dernier document une nouvelle fois, s'il vous plaît, le faire afficher? Oh, it was CIVOTP 0070. CIVOTP 0070 1066. And can we scroll down a little bit? Est-ce qu'on peut descendre vers le milieu de la page, s'il vous plaît? Vous voyez, quand on fait référence à vous en tant que commandant Mike, vous voyez la façon que c'est appelé? Oui, oui. Alors moi, je vois M-A-I. I-C-K-E. Ok. Est-ce l'épellation exacte que vous aviez donnée à l'époque? Non, non. L'épellation. Bon, il ne m'a pas demandé d'épeler. Moi, bon, c'était un enregistrement audio qu'il faisait. Il n'a pas demandé d'épeler. Ok. Et vous, normalement, quelle épellation est-ce que vous donnez quand vous dites commandant Mike? Mike, c'est M-I-K-E. D'accord. Et juste pour clarifier, lorsque vous voyez cet article devant vous, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vraiment vous qui avez été entrevué? C'est moi qui ai été interviewé. D'accord. Alors, je retourne à ces autres incidents que vous avez mentionnés à Cocody, à Nono Village, au niveau du camp à Quedo et à Abobo. Pouvez-vous nous dire quel genre d'informations avez-vous reçues? Et surtout, est-ce que vous avez appris s'il y avait, lors de ces fouilles, s'il y avait des armes qui ont été trouvées? Ma connaissance, au niveau de Bobo à Kodo, il n'y a pas eu de fouille. Hein. C'est plutôt à Cocody qu'il y a eu
Parce que là, c'était un convoi venu ici qui transportait de la nourriture en direction du Golf Hotel. Des réfugiés, les cadres du RHDP. Qui transportaient, qui ont été traités. Une dernière question avant la pause. Comment est-ce que vous avez appris à propos de ces incidents? Au niveau de l'incident d'Anono, il y a des éléments des eaux communes, des éléments soit qui étaient présents. Le rapport était dirigé vers la base. Et moi, j'étais chargé du renseignement des archives. Et c'était son travail de prendre note de tout ça, d'être informé au niveau du passé en tout cas. Et juste pour que ça soit parfaitement clair, lorsque vous dites éléments, vous parlez de quel élément? Les éléments du GIP. Your Honors, I would have to move to another subject. Le procureur, je voudrais passer à un autre sujet, donc je crois que c'est le bon moment. Le président Maître Bougnon. Pour des raisons d'organisation, je ne sais pas si on pouvait demander gentiment à mon estimé contradicteur. Il avait été annoncé 10 heures. Je n'ai pas envie de faire de comptabilité, mais je crois qu'on n'en est pas loin. S'il pouvait nous donner une estimation du temps qui lui reste à faire et pour que nous on puisse s'apprêter efficacement. Oui. Le président. Il nous reste à peu près 2 heures par rapport aux 10 heures. Donc nous avons entendu un peu plus de 8 heures. Monsieur Demirjean, à la fin de la prochaine session, je pourrais donner une meilleure éducation. Donc, le président, vous aurez une indication à ce moment-là, n'est-ce pas? La séance est levée. Nous reprenons à 14h30. Le président à 14h30. Ça n'avait pas été enregistré.